termes de rôle de médiateur qu'on lui connaît. Donc cette question générique, comme je disais, devait se situer entre ces deux exposés. Mais comme l'a dit Adrien tout à l'heure, moi je vais un peu nuancer cette image d'Épinal qu'on a du sultanat d'Oman. C'est vrai que c'est un pays, je suis entièrement d'accord, paisible, extrêmement sympathique, les gens sont très doux. C'est vrai que moi, pour aller très souvent en Arabie Saoudite, je peux vous dire que quand je vais à Oman, je me repose. C'est extrêmement paisible. Mais attention aux faux semblants. C'est un pays très paisible parce qu'il est tenu d'une main de fer, extrêmement verrouillé. C'est la monarchie la plus absolue de la région. Le sultan Qaboos, qui est quasi un dieu vivant, presque un blasphème, bon, contrôle tous les leviers du pouvoir. Néanmoins, il est vrai que le rôle de modérateur d'Oman entre notamment l'Iran, le Conseil de coopération du Golfe et la communauté internationale le rend absolument irremplaçable. Vous m'entendez pas? Ah bon, ça porte plus, pardon. Donc je disais qu'il fallait un peu nuancer cette image. Par ailleurs, Oman, par rapport à son PIB, est le pays qui dépense le plus en armement, plus que l'Arabie Saoudite et les Émirats, par rapport à son PIB, encore une fois. Hein. Ce qui le place parmi les pays vraiment, en termes de hard power, alors évidemment pas agressif, mais d'achat d'armement, ce qui fait que ça crée une situation économique très compliquée dans ce pays, qui n'a pratiquement plus d'hydrocarbures. Ils ont fait des choix en plus de ça économiques aussi pragmatiques que les Algériens dans les années 80, à savoir tout sur l'industrie lourde, et maintenant ils sont obligés d'importer des matières premières, donc c'est très compliqué. Et Marc vous dira tout à l'heure, ils ont connu un printemps honnête, des problèmes socio-économiques, et donc un soulèvement, alors surtout axé sur le socio-économique, la personne du sultan étant quasi intouchable. C'est vrai que c'est lui qui a sorti le pays de son état de féodalisme, et donc on lui en est encore quand même très reconnaissant. Voilà. Donc ça c'était juste pour nuancer. Bon, maintenant le contexte aujourd'hui, effectivement le Conseil de coopération du Golfe, qui réunit les 6 monarchies de cette région, est un pacte plus fragmenté et plus bipolarisé que jamais entre le pôle des faucons et des durs, à savoir les Saoudiens et les Émiratis, notamment aux Émirats, le prince héritier d'Abu Dhabi, Abu Dhabi étant la capitale fédérale de cette fédération qui contient 7 Émirats et qui a la politique la plus interventionniste et la plus dure dans la région. Et ça vous paraît peut-être paradoxal, mais à côté, l'Arabie Saoudite est plus suiviste qu'autre chose. Donc oui, absolument, parce qu'on a un prince héritier qui est, comme on l'a vu, assez pour le moment amateur, dans la question régionale, on a pu le voir. Et donc son grand mentor, c'est le prince héritier d'Abu Dhabi. Et donc il y a effectivement cette position extrêmement dure vis-à-vis de l'Iran, c'est-à-dire non pas dur au sens agressif, militaire du terme, ils n'en auraient absolument pas les moyens, mais en tout cas dur pour contenir l'Iran et empêcher l'Iran de revenir, si vous voulez, de plein pied dans la communauté économique internationale. C'est d'autant plus vrai qu'en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on a une transition économique. Vous avez peut-être entendu parler de ce plan Vision 2030, mais sans rentrer dans les détails, il y a quand même, malgré la réputation aujourd'hui d'État quasi paria de l'Arabie Saoudite, une véritable émulation intérieure. J'en reviens, j'y vais régulièrement, et je peux attester de cela. C'est vrai que malgré les erreurs terribles, notamment la dérive terrible qu'il y a eu avec l'assassinat de Jamal Khashoggi, il y a quand même, les Saoudiens ont très peur, c'est vrai qu'ils m'ont parlé de cet épisode de manière assez ouverte, en disant que c'était une erreur terrible, que c'était tragique pour l'image de l'Arabie Saoudite, et c'était pas du tout révélateur de la culture politique saoudienne, ce qui est vrai. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est pas un État comme l'était d'Irak de Saddam Hussein, etc., où la police politique était
très, très en veille. Les temps changent, c'est vrai que l'État saoudien est devenu assez policier, et ça date de l'arrivée au pouvoir de Salman et de son fils. C'est vrai que ça n'était pas le cas avant, même si, bien entendu, l'Arabie ne s'est jamais distinguée pour être une monarchie ouverte. Oui, bon. Mais il n'empêche qu'il y avait des partages de pouvoir et qu'il y avait une certaine expression plurielle. Moi qui vais là-bas depuis 20 ans, je peux vous dire que les gens n'avaient pas peur de s'exprimer, de parler, même sur des sujets politiques, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc on a donc ce pays arabique là, qui change un peu, les Émirats, et donc ce pôle très dur, ce duopole qui s'est aujourd'hui, depuis 2 ans, construit en partenariat stratégique et qui mène ensemble une guerre terrible au Yémen et qui sont à l'initiative de cette hostilité très forte vis-à-vis du Qatar, de ce boycott. Le Qatar appelle ça un blocus, et donc de cette crispation extrêmement forte dans cette région qui était pourtant une sorte de citadelle préservée et qui aujourd'hui est une région plus incertaine que jamais à cause de cette tension et de cette bipolarité très forte. De l'autre côté, vous avez le Oman et le Koweït qui font office effectivement de pays modérateurs. Alors je dirais que le Koweït, qui mène d'ailleurs la médiation, même si elle n'est pas réussie, mais si elle n'est pas réussie, ce n'est pas le fait du Koweït, c'est que l'émir du Koweït est le doyen du Conseil de coopération du Golfe et il a affaire à des gamins. Donc quand il se retrouve face à MBS, Mohammed bin Salman, qui a l'âge de son petit-fils, qui a 33 ans, et puis qui s'est comporté avec lui comme un jean foutre, là, il y a une véritable, guerre de génération. On est dans un renouvellement de génération de ces leaders qui font que des gens comme le sultan et l'émir du Koweït ne savent plus où ils habitent. Parce que ça n'a jamais été dans la culture politique de cette région de s'invectiver, de diffamer, et puis de médiatiser les guerres comme ça. Parce que le CCG, ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Il y a toujours eu des rivalités, il y a toujours eu des conflits. Et on s'est toujours arrangé à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que Trump, quand il dit écoutez, c'est querelle tribale et de famille, là ça va durer 2 minutes, il faut que ça s'arrange. Le problème, c'est que la crise de confiance, elle est terrible. Moi, très honnêtement, je suis très pessimiste sur. Il y aura peut-être un colmatage des façades, mais je pense que cette crise, elle est assez irréversible. Et alors que jusqu'à présent, on était quand même dans des arrangements, des négociations, un petit peu selon une méthode un peu classique, on dirait entre guillemets tribale, mais qui fonctionnait. Donc voilà la configuration quand même compliquée dans laquelle on se trouve, et c'est vrai que Oman et le Koweït ont des positions plutôt rassurantes et nous rassurent. Alors, Marc va pas mal revenir sur la situation intérieure. Donc je disais, Oman, donc, monarchie très absolue, est tenue par une sorte de maillage de la population omanaise par le biais tribal et sécuritaire, et c'est ce qui a constitué l'un des principes structurants et stabilisants finalement de cette nation omanaise qui avait connu une guerre des phares dans les années 60-70. Donc le sultan a su quand même incarner la cohésion nationale par son prisme quand même tribalo-sécuritaire. Et puis aussi sur un islam générique et consensuel, bien que le pays soit de tradition dominante ibadite, tu y reviendras, je te laisserai le soin d'expliquer, mais que le sunnisme y est presque représenté à égalité. Le printemps omanais, comme je l'ai dit, en 2012, et comme dira mieux que moi Marc, a montré les limites d'un système aujourd'hui à bout de souffle, et qui a besoin de se régénérer par des réformes et un souffle beaucoup plus dynamique que ce qui est instillé. Mais la prudence, les difficultés économiques que j'ai rapidement évoquées d'Oman, qui a donc basé son économie sur une industrie lourde, la difficulté pour Oman, comme son voisin du Nord saoudien, de créer des emplois à sa jeunesse, et puis et la volonté aussi de ne pas rompre avec le modèle que le sultan incarne,
depuis presque 50 ans, il est au pouvoir depuis juillet 70, à la tête de ce pays, donc ne vont pas de pair avec plus de délégations, avec un renouvellement des élites économiques et avec de l'audace. Cette conception du pouvoir se reflète également dans la conception éminemment autoritaire et sécuritaire de ce que doit être le Conseil de coopération du Golfe, selon Oman aussi. Et Oman a ainsi toujours œuvré à contribuer à l'homogénéisation des politiques sécuritaires au sein du Conseil de coopération du Golfe. Et ça, dès la première initiative d'un accord de sécurité qui a été adopté en décembre 1994 à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Il avait été, à cette époque, adopté par 3 États, l'Arabie, le Bahreïn et Oman. Alors pourquoi? Parce qu'au début de cette décennie 90, ces 3 pays ont connu des contestations plus ou moins fortes d'ampleur. En Arabie, il y a quand même eu cette insurrection avortée dont parle Stéphane Lacroix dans son premier livre. Et puis à Oman, il y a eu également des mouvements, et ne parlons pas des années, du début des années 90 à Bahreïn, qui ont été ensuite suivies par ces fameuses années de pluie. Donc voilà, donc cet accord multilatéral prévoyait d'octroyer des mesures importantes pour coordonner les poursuites contre les opposants et les dissidents de ces 3 pays. Le Qatar et les Émirats arabes unis ne rejoindront ce pacte sécuritaire qu'en 2009. Quant au Koweït, il ne s'y est jamais résolu, car ce pacte, ce traité sécuritaire, si vous voulez, contrevient à des articles de sa Constitution. Mais les printemps arabes, les révoltes arabes, comme vous voulez, vont à nouveau pousser Riyad à leur faire de lance de la réaction à ces révoltes, à réactiver sa volonté de signer un traité de sécurité renforcé. Et ils vont le faire en novembre 2012. Et là, tout le monde va signer. Tous les chefs d'État du Conseil de coopération du Golfe vont signer. Même le dirigeant koweïtien. Et il sera désavoué par son Parlement qui refusera de le ratifier. Alors que les autres parlements, disons, les conseils consultatifs, les parlements pour le Bahreïn, eh bien, ils vont tous le ratifier, sauf le Koweït, mais le Koweït, de facto, applique quand même ce traité sécuritaire, de facto. Donc, Oman, bien sûr, y a souscrit, et ils vont donc entériner le principe d'échange d'informations touchant à la cybercriminalité et à des systèmes de surveillance pour bloquer les réseaux sociaux. Cet accord autorise aussi l'échange et le partage d'informations et de données personnelles sur des nationaux résidant au sein de ces 6 pays membres, et chacun de ces États membres peut poursuivre sur la base de ses propres juridictions locales tout ressortissant du CCG qui se rendrait coupable d'infraction. Alors on laisse ça en sens très flou, donc l'infraction elle peut être très extensive. Donc il suffit de dire du mal, par exemple, qu'un Koweïtien dise du mal du prince héritier d'Abu Dhabi et porte en prison, et vice-versa. Donc on a quand même, et Oman souscrit absolument à cette idéologie sécuritaire. Donc c'est pourquoi il faut quand même dénoncer. Donc sur un plan interne, comme sur celui de la gouvernance globale et sécuritaire du Conseil de coopération du Golfe, Oman est totalement en phase avec les velléités sécuritaires de Riyad, et qui sont finalement de préserver cette citadelle des troubles sociaux. Bon, je ne reviendrai pas sur l'intérieur du l'affaire. Bon, sur la question de la gestion des conflits au sein de la péninsule arabique, avec le conflit au Yémen ou la crise avec le Qatar, là, effectivement, il en va autrement. Oman s'impose davantage, Oman s'impose, je ne dirais pas davantage, aux côtés du Koweït, parce que le Koweït est celui qui conduit la médiation de la crise avec le CCG. Oman, je dirais qu'il est un peu le profiteur de la crise. Il a multiplié par 8 ses échanges commerciaux avec le Qatar. Bon, c'est bonne guerre, hein. Après tout, les autres boutent le Qatar, nous, avec nos ports, eh bien, on profite de la situation, et finalement, Qatar, donc, bien sûr, souffre beaucoup de cette situation, malgré sa propagande et sa rhétorique
façon à survivre à cet embargo, enfin à ce blocus, etc. Ce qui n'est pas faux, ils ont réussi à diversifier effectivement leurs relations économiques. Paraît-il, ils produisent maintenant des produits locaux eux-mêmes, voilà, ils survivent et ils s'en sortent malgré des frontières coupées, la frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite, où ils importaient 90% de leurs produits, quand même, alimentaires, construction, etc. Donc c'est quand même des pertes sèches terribles pour le Qatar, même si c'est un pays qui est très peu peuplé et qui a beaucoup de moyens. Mais un autre pays qui souffre énormément de ce blocus, c'est Dubaï. L'émirat de Dubaï, au sein de la Fédération des Émirats Arabes Unis, l'émirat de Dubaï est absolument furieux de cette crise. Alors, évidemment, il ne s'exprime pas publiquement. Il ne s'exprime pas publiquement parce qu'il désavouerait son cousin éloigné de David, mais ça ne fait pas du tout les affaires de Dubaï, cette affaire de blocus contre le Qatar. Il y avait des tas de projets communs, notamment pour l'exposition 2020, l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï. Dubaï, en termes même de fréquentation touristique, même s'il y a des passages toujours aussi nombreux, souffre beaucoup. Il y a beaucoup d'expatriés qui sont venus de Dubaï, et donc il y a eu énormément de pertes. Toutes les liquidités, le real estate, etc., qui étaient investis par les Qataris, ils ont dû mettre une croix dessus. Donc c'est vraiment terrible. Sans parler évidemment des souffrances humaines, parce que le Qatar, si vous voulez, c'est une extension un peu de l'Arabie, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes tribus. Ils épousent même la même école de jurisprudence islamique, Hanbalite. Ce sont des wahhabites aussi. Donc cette crise est totalement absurde. Et elle fait donc beaucoup de mal à tout le monde, et finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est Oman. Et profite un peu de cette situation, sans forcément énormément s'investir pour que la crise se résorbe. Hein. Si ça se résout, c'est tant mieux. Si ça ne se résout pas, finalement, ils sont aussi dans une situation, parce qu'il ne faut pas oublier que la situation économique d'Oman est très, très difficile. Donc voilà un peu pour la crise. Concernant effectivement la guerre au Yémen, oui, bien sûr qu'Oman est un pays qui au-delà de la médiation, la médiation onusienne, parce que c'est l'ONU qui chapeaute un petit peu cet accord conclu au forceps en Suède, ou en tout cas ce début des escalades, on va dire. Et Oman aura certainement a posteriori un rôle très très important dans la résolution des multiples conflits au sein du gros conflit yéménite, pour faire bref. Donc, alors, en revanche, et là je vais parler de Oman, observe avec une inquiétude très significative l'installation progressive des Émirats Arabes Unis dans le sud de la péninsule arabique, et notamment Port d'Aden, mais aussi sur le pourtour de la mer Rouge, sur le détroit du Bab el-Mandeb et sur la Corne de l'Afrique, sachant bien sûr que l'appétit du prince héritier d'Abu Dhabi aurait été naturellement amené à s'intéresser au pourtour de la mer d'Oman. Ça aurait été le grand rêve. Mais voilà, Oman étant cet État médiateur internationalement reconnu, c'est plus compliqué. Donc la crise, enfin les inquiétudes vis-à-vis des Émirats Arabes Unis finalement supplantent celles qui avaient cours vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Hein, il n'y a jamais eu une grande confiance entre Oman et l'Arabie Saoudite, c'est clair, mais c'est vrai que quand tu vas en Arabie Saoudite, les Saoudiens disent bon, effectivement, ces Omanais nous embêtent, mais c'est quand même une nation historiquement assez forte, et donc il y a un certain respect quand même de cet acteur. Pareil pour Oman, même si les wahhabites dégénérés les exaspèrent, et ils en parlent comme ça d'ailleurs en privé, ils se disent que quand même l'Arabie Saoudite est l'acteur central de cette région, le gardien des lieux saints, et beaucoup faire. En revanche, il en va bien autrement avec les Émirats, où la relation est très dégradée. Hein, est très dégradée. Donc peut-être que le couple Riyad-Abu Dhabi, qui a beaucoup gagné à se renforcer, donnera à réfléchir au prince héritier d'Abu Dhabi, qui a beaucoup obtenu en termes de profondeur stratégique. Il doit sa projection de puissance en mer Rouge et au pourtour de
à l'Arabie Saoudite. Donc, Abu Dhabi a beaucoup plus besoin de l'Arabie que le contraire. Donc, ce duopole, s'il doit durer, ce sera aussi en fonction aussi des ambitions un petit peu à apaiser du prince héritier d'Abu Dhabi. Alors, si vous voulez, la bipolarisation et la crise très pointue qu'il y a dans cette zone, elle est due donc à cette confrontation que mènent les Émirats et l'Arabie Saoudite contre les frères musulmans. D'où cette crise avec le Qatar, bien sûr, qui se juxtapose au couple qataro-turc qui eux aussi ont des ambitions dans toute la région. Donc, le souci est que cette polarisation anti-frères musulmans a des incidences directes sur la crise de confiance profonde et, à mon avis, irréversible entre le duopole saoudo-émirati qui renforce sa cohésion sur le théâtre extra-péninsulaire, comme je viens de le dire, donc dans la Corne et également en Afrique du Nord, et qui ne fait qu'exacerber les craintes des trois autres États du Conseil de coopération du Golfe, dont bien sûr Oman, le Koweït et puis le Qatar sur une autre dimension. Bon, la bonne nouvelle pour Koweït et Oman, c'est que l'administration Trump s'exaspère de plus en plus de la brouille inter-CCG et veut y mettre fin pour se concentrer et contenir la puissance iranienne par le biais de sanctions économiques inédites, malgré plusieurs décennies d'embargo et de sanctions contre ce pays. Ce qui fait que les actions de médiation des États modérateurs, Koweït et Oman, dans le Golfe, semblent faire l'unanimité dans le monde, bon, à l'exception bien sûr du duopole saoudo-émirati. Donc pour conclure, il convient également de nuancer sur les incertitudes qui pèsent sur le sultanat d'Oman dans la perspective de la succession du souverain Qaboos. On dit qu'il est très malade, mais quand même il est résistant. C'est quand même bien 5 ans qu'on dit qu'il est en fin de vie. Donc il semble que son cycle arrive à la fin. Donc dans l'immédiat, c'est vrai que la situation économique reste tendue. Les prix du pétrole sont trop bas pour l'économie omanaise. Le futur souverain ne pourra en tout cas pas régner de la même manière absolue à l'image de l'actuel sultan. Ce dernier bénéficie d'un statut quasi sacralisé pour avoir sorti le pays de son état féodal, comme je le disais, et à moyen terme, le Oman devra renouveler son pacte social, actuellement fondé donc, sur l'obéissance absolue au souverain et sur une organisation tribalo-sécuritaire qui commence à s'essouffler. Donc ce système développé par le sultan ne devrait pas lui survivre longtemps. En revanche, la diplomatie de médiation régionale inaugurée par le sultan Qaboos à la fin des années 70 constitue l'héritage le plus solide de son règne et devrait se perpétuer, a fortiori dans ce contexte régional très conflictuel. En effet, fort de cette continuité, le sultanat pourra compter sur l'appui des puissances régionales et globales qui toutes ont intérêt à soutenir Oman économiquement et politiquement. Son rôle de médiateur régional et sa position stratégique au carrefour du sous-continent indien et africain incitent les acteurs extérieurs à préserver la position d'équilibre qu'occupe Oman dans cette région. Donc, ce rôle de facilitateur d'Oman fait de ce pays un pays particulièrement rassurant dans une zone où les facteurs d'instabilité et de tension, comme je le dis, se sont démultipliés ces dernières années. Alors, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau dans cette région, c'est vraiment cette fracture béante, très difficilement réparable entre les États membres du CCG, qui, jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, faisait office d'une citadelle quand même assez préservée du chaos moyen-oriental. Aujourd'hui, cette région est devenue très incertaine. Le royaume d'Arabie Saoudite, qui avait une tradition une diplomatie assez feutrée, assez révélée, extrêmement interventionniste, et alors là, ça va dans tous les sens, et un pays en transition, dont beaucoup pensent que c'est très incertain. Personnellement, je ne vois absolument aucune alternative aujourd'hui au prince héritier MBS, donc les scénarios de pseudo-remplacement. Je pense que s'il arrivait un accident imprévu, là, on serait quand même dans la grande difficulté en Arabie Saoudite. Ce serait la famille royale est extrêmement affaiblie.
très divisée, suite au choix du roi Salman, etc. Donc, c'est complexe. Par défaut, c'est vrai que ce prince héritier, en plus de ça, bénéficie, qu'on le veuille ou non, d'un soutien populaire non négligeable. Il a fait un petit peu à la saoudienne une certaine approche populiste du politique où il a décidé d'incarner les attentes de la jeunesse, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend, même si bien sûr il y a la peur, il y a la crainte, et beaucoup à l'étranger n'ont pas forcément envie de revenir. Il ne faut pas masquer la réalité. Il n'empêche que, voilà, on est dans ce climat où l'Arabie, autrefois rassurait, ne rassure plus. D'où le rôle, encore une fois, à mon avis assez pérenne, d'Oman comme place rassurante et de médiateur. Voilà, donc, comme je le disais, l'ensemble des acteurs internationaux considèrent Oman comme un acteur le plus utile dans son rôle de facilitateur pour faire primer le dialogue et la raison aux passions et au dénigrement futile. La présence aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères, Youssouf El-Alawi, il est à Washington aujourd'hui, et il s'entretiendra avec toutes les personnalités de l'administration Trump, et où sont au menu effectivement la crise du Qatar, la guerre au Yémen, le second processus de paix version Kushner, Trump, Netanyahou. Effectivement, comme l'a dit Adrien, le Premier ministre israélien s'est rendu en visite officielle à Oman. C'est vrai qu'il n'y a qu'à Oman, dans le Golfe, où un Premier ministre qui mène la politique la plus répressive et la plus dure de toute l'histoire d'Israël contre les Palestiniens peut parader publiquement. C'est impossible aux Émirats, c'est impossible, encore plus impossible en Arabie Saoudite, même s'il y a eu effectivement entre guillemets, ce rapprochement entre les pays du Golfe. C'est pas entre guillemets, il y a voilà, beaucoup de Saoudiens vous disent, bon, c'est vrai que Al-Quds, la cause palestinienne, ça reste quelque chose à laquelle on est très attaché, mais Israël ne nous menace pas. Et faire du business avec les pays qui a les plus grandes start-up au monde, ça ne pose pas de problème. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Aux Émirats et à Bahreïn, la plupart de tout ce qui est sécuritaire est assuré par les sociétés israéliennes, c'est clair. Mais n'empêche que tout ça est fait de manière un peu voilà, sous le rideau. Le sultan Qaboos, lui, non seulement il accueille Netanyahou et son épouse, encore un et ça, il n'a pas du tout peur du ressentiment populaire. Parce que, effectivement, la population, je ne sais pas si elle est très versée sur la question palestinienne. Je crois que Oman est le pays du Golfe qui accueille le moins de Palestiniens. C'est vrai que la question palestinienne, pour Oman, n'a jamais été quelque chose d'aussi important, par exemple, que pour le Koweït, pour l'Arabie Saoudite, qui reste le pays qui finance le plus les Palestiniens, malgré toutes les déclarations complémentaires qu'on aura attribuées ces derniers temps. Donc, voilà. Alors, la Chine, bien sûr, est un autre acteur de poids dans la région, avec sa route de la soie, qui passe aussi par le port en eau profonde de Dokkum, où les Chinois ont décidé d'investir plus de 10 milliards de dollars. Et donc, c'est un intérêt stratégique fondamental de voir Oman préserver sa place de médiateur. Et en Europe aussi, Londres, qui a également signé un mémorandum d'entente avec Mascate au début du mois d'avril 2016 pour construire une base navale permanente, et le pays occidental le plus présent. Les Anglais sont très proches du palais. On dit que ce sont les seuls occidentaux qui sont vraiment très très proches du palais. Voilà. Et puis, Adrien a parlé de l'importance pour la France. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un peu plus d'international parce que ça devait être l'intervention de notre ami l'imam caché malade. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Merci beaucoup à IA, merci beaucoup à l'Association des étudiants du monde arabe d'avoir organisé cet événement autour du soutien à Doman, ce qui est assez rare. Et merci beaucoup d'être venu un 19 décembre pour entendre parler ou discuter du soutien à Doman, compte tenu du fait qu'on en parle très rarement justement. Je voulais juste
je vais continuer dans la déidéalisation du sultanat. Puisqu'on a longtemps, ça fait depuis 3-4 ans, notamment depuis la crise qataro-saoudienne, qu'on parle beaucoup d'Oman comme d'un pays neutre, de la neutralité des Omanais, de la Suisse du Moyen-Orient. On a même lu ça, la Suisse du Moyen-Orient. À part l'aberration de parler de Suisse du Moyen-Orient en parlant d'Oman, tu as complètement nuancé cette idée déjà sur le plan international, et c'est important parce que, juste cette statistique dont tu as parlé, le Sultanat d'Oman est le pays qui dépense le plus par habitant en dépenses sécuritaires et militaires au monde. Et c'est à comparer avec l'Érythrée et la Corée du Nord actuellement. Et ça a été le cas depuis les années 70. Donc comment parler de ce pays comme la Suisse du Moyen-Orient? On peut voir l'aberration de l'idée. Je voulais juste revenir sur la visite de Netanyahou il y a un mois. C'est important aussi parce que, donc à parler de la cause palestinienne, le sultan et le leadership omanais depuis les années 70 n'a jamais montré un soutien à la cause palestinienne. Les Omanais ont soutenu dès 1978 et Camp David l'accord entre Israël et l'Égypte. Ça a été l'un des premiers pays dans la région à le faire. Une des raisons pour lesquelles il y a très peu de Palestiniens qui travaillent en Oman, contrairement à Koweït par exemple, c'est parce que le régime omanais a toujours eu très peur du nationalisme arabe et de toute idée dite progressiste au sens socialiste, communiste, et de la propagation de tout mouvement qui pourrait propager des idées de nationalistes arabes. Donc pour eux, les Palestiniens étaient justement, depuis les années 60-70, étaient les vecteurs de cette idée de nationalisme arabe, et ils ont toujours restreint la venue de travailleurs palestiniens en Oman. Une autre raison de la visite, et ça explique la politique omanaise vis-à-vis d'Israël en partie. Une autre raison de la visite de Netanyahou, c'est le fait que Oman est en très grande difficulté économique, et je vais en parler. Et donc la relation avec les États-Unis est prioritaire actuellement. Et donc il faut absolument, pour les Omanais, se faire bien voir de Donald Trump et de son administration, parce que les investissements américains sont cruciaux dans la période difficile actuellement. Et puis enfin, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé avant la visite de Netanyahou et donc, qui a émergé dans la presse israélienne après, et qui est très intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il y ait eu des discussions sur la coopération sécuritaire entre les deux pays, entre Israël et Oman, notamment d'un transfert de technologie de surveillance israélien, transfert de technologie de surveillance israélienne vers les Omanais. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé du tout avant, mais qui est sorti récemment. Il y a eu quelques arrestations en Oman depuis la venue de Netanyahou, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements sur Twitter. Les Omanais ont beaucoup parlé de cette visite. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont critiqué cette visite. Il y a eu des arrestations. Mais la répression, comme je l'ai montré, est très forte depuis le printemps arabe, et il est très difficile pour les Omanais de pouvoir critiquer le sultan et les décisions du sultan. Donc je vais d'abord parler très rapidement de la façon dont le sultan a légitimé son pouvoir depuis les années 70, et je vais essayer de montrer que depuis 10 à 15 ans, en fait, ces stratégies de légitimation touchent leurs limites. Le printemps arabe a été l'illustration de ça. Et je montrerai justement quelle est la situation depuis le printemps arabe et depuis le printemps omanais 2011-2012. Alors le 18 novembre dernier a marqué le 48e anniversaire de la question au pouvoir du sultan Qaboos sur le trône, 48 ans. Il est arrivé au pouvoir à 29 ans, en 1970, et à l'époque il dispose d'aucune légitimité à gouverner Oman. Il a été assigné à résidence pendant 6 ans, de 1964 à 1970, par son père, et il est mis sur le trône par les Britanniques à la faveur d'un coup d'État contre son père, parce que son père ne remplissait plus en fait les conditions que les Britanniques lui avaient données pour occuper le trône. Donc il fallait un changement. C'était le moment de la guerre au Dhofar, dans le sud du pays. Le Dhofar, c'est la province frontalière avec le Yémen, qui est une province très sensible, et encore maintenant, qui a eu des velléités sécessionnistes très importantes dans les années 70. Et ce particularisme dhofari, donc de la province du Dhofar,
il existe toujours encore à l'heure actuelle. Et c'est une des questions qui peut se poser justement après la mort de Sultan Qaboos, parce que sa mère, le sultan, sa mère est Dofari. Donc beaucoup de Dofari, beaucoup de gens de cette province se considèrent comme représentés sur le trône par le sultan. Mais quid du sultan suivant, qui n'aura plus justement cette filiation ou cette relation avec la région, d'autant plus qu'entre le nord du pays, entre Mascate et la capitale et le sud, il y a 1000 km ou 800 km de désert quasiment, et les deux régions, le nord et le sud du pays, sont très différents d'un point de vue culturel, d'un point de vue démographique, etc. Donc, en 1970, il arrive sur le trône, il hérite d'un territoire sans État, comme tu l'as dit, c'est un pays qui a très peu d'infrastructures, et il se trouve tout de suite confronté à la nécessité d'affirmer sa légitimité politique, la légitimité de son accession au pouvoir. Alors, il va utiliser la rente pétrolière, comme c'est le cas pour les monarchies du Golfe. La rente pétrolière va être exploitée en 1967 en Oman, donc très tard par rapport aux autres pays du Golfe. Dans les autres pays, à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Koweït, c'était dès les années 30. En Oman, c'est 67. Donc, il y a une coïncidence intéressante pour le sultan, parce qu'il arrive au pouvoir au moment où, justement, la rente émerge. Et ça n'apparaît évidemment jamais dans l'historiographie officielle, cette rente énorme qui va lui permettre de mettre en œuvre une politique ambitieuse d'unification nationale qui va constituer pendant longtemps le cœur de sa légitimation politique. Il va, pendant les 20 premières années de son règne, dans les années 70 et en particulier dans les années 80, il va y avoir d'énormes plans de quinquennaux pour développer les infrastructures dans le pays. Les écoles, les centres médicaux vont voir le jour, et l'État, en tant que détenteur du monopole de la rente, l'État omanais va investir en fait physiquement et symboliquement le territoire, aussi à travers tous les emplois publics dans la fonction publique qui vont être possibles grâce à la rente pétrolière. Donc de ce point de vue, les Omanais vont prendre conscience de ce qu'est un État, un appareil d'État, et vont lier, l'idéologie du sultan va être de lier trois éléments, de faire avec un triptyque très important qui est au cœur de sa légitimation politique. Lui, sa personne, la personne du sultan lui-même. Le deuxième élément, c'est l'État développeur, l'État modernisateur. Et le troisième élément, c'est la nation omanaise. Il va totalement changer l'historiographie du pays. Et il va y avoir un processus de réécriture complet des cadres de référence identitaires et de la nation omanaise. C'est l'idéologie qu'il a appelée de la Narda, donc de la Renaissance, en montrant qu'avant 1970, enfin d'après l'historiographie officielle, avant 1970 il n'y avait rien, et le pays va renaître en 1970 grâce à lui, grâce à son au développement, grâce à l'État et grâce justement à sa personne. Donc le pays est dépeint comme une nuit, enfin la période pré-1970 est dépeinte comme une nuit dans l'historiographie officielle, et on parle de réveil du pays en 1970. Donc il y a un panthéon, un triptyque fondamental entre la renaissance de l'État après de la nation omanaise après 70, l'État modernisateur et le titulaire de l'État, le sultan Qaboos. Et ça se matérialise dans le culte de la personnalité, très important. Toutes les grandes réalisations de l'Oman contemporain portent le nom du sultan. Les voies rapides principales dans toutes les villes, les hôpitaux, les mosquées, la seule université publique du pays. Il y a une seule université publique, il faut aussi prendre ça en compte. Encore maintenant, elle a été créée en 1986, il n'y en a toujours qu'une seule. Et cette omniprésence du souverain dans la vie quotidienne, elle se matérialise aussi dans tous les symboles de la nation, par exemple les billets de banque à son effigie, il n'y a que lui qui apparaît sur les billets de banque. L'hymne national à sa gloire, c'est un hymne national qui n'est pas au nom du sultan, qui ne parle pas du sultan comme ça peut l'être de Queen en Grande-Bretagne, mais on parle de Qaboos dans l'hymne national, et de la fête nationale, le 18 novembre, qui est l'anniversaire, la fête nationale, par contre, 18 novembre, qui est l'anniversaire du sultan et qui n'est pas la date de l'accession au pouvoir du sultan. Il est arrivé au pouvoir en juillet 1970. Donc l'anniversaire personnel est devenu la fête nationale. D'un point de vue politique, ça se matérialise par le fait que c'est, comme tu l'as dit, la monarchie la plus centralisée d'un point de vue politique de la région. Le sultan est considéré comme la source de toutes les lois, Masdar al-Qawanin.
Jusqu'à aujourd'hui, toutes les législations omanaises majeures sont promulguées sous forme de décret du sultan, y compris la loi fondamentale qui tient lieu de constitution, mais qui est une loi fondamentale en 1996. Le texte lui-même se présente comme un texte octroyé par le sultan au peuple. C'est-à-dire qu'on parle, le décret portant promulgation de la loi s'ouvre par « Nous, Qaboos bin Saïd, sultan d'Oman, avons accordé ce texte au pays ». Et c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune entité dépositaire de la souveraineté, comme la nation ou comme Dieu, qui pourrait être mentionnée en tant que garant de ce texte. C'est vraiment le sultan qui a octroyé le texte. Le sultan, dans cette constitution, est présenté comme le symbole de l'unité nationale et le gardien de la protection et de la sauvegarde de cette unité, en tant que chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Sa personne est inviolable, le respect à son égard est un devoir, ses ordres doivent être obéis, c'est dans la Constitution. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil des ministres est considéré comme un organe exécutif et explicitement chargé de l'exécution des politiques générales qui sont déterminées par le sultan. Donc ce texte, il entérine une vision très paternaliste du pays ou d'un État dont le guide est le sultan, qui est responsable, comme je l'ai dit, du développement et de la modernisation du pays, qui est le symbole de son unité, qui est l'incarnation des services dont dépendent chaque Omanais dans la vie quotidienne. Et jusqu'à aujourd'hui, comme tu l'as dit, il reste le dépositaire de tous les pouvoirs. Il est le chef d'État, il est le chef des armées, il est le chef du gouvernement parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, il est le ministre de la Défense parce qu'il y a un ministre responsable des questions de défense, mais il est le ministre de la Défense. La même chose pour les finances, il y a un ministre responsable des finances et non pas un ministre des Finances. Il y a un ministre responsable des Affaires étrangères, mais il est en charge des Affaires étrangères. Et il est directeur de la Banque centrale. De ce point de vue, c'est vraiment la monarchie la plus centralisée de la région, alors que dans certaines autres monarchies, on a une séparation des pouvoirs entre les membres de la famille royale, comme à Bahreïn par exemple, qui est probablement le pays le plus répressif de la région, mais où il y a en même temps un triptyque au sein du pouvoir avec un émir, un prince héritier et un premier ministre. Alors qu'en Oman, tout est dans la même personne. Évidemment, comme dans les autres pays du Golfe, les partis et les associations politiques sont interdits, tout comme les syndicats indépendants. Il y avait des syndicats indépendants à Bahreïn, il y en a encore à Koweït, je crois, mais il n'y en a pas en Oman. Il y a bien un organe bicaméral qui tient lieu de parlement, d'une certaine manière, qui s'appelle le Conseil d'Oman, avec une chambre basse élue au suffrage universel et une chambre haute nommée par le sultan, un peu à la manière de la chambre haute de la monarchie de Juillet, si on veut, une sorte de chambre nommée par le roi. Mais cette chambre basse, élue au suffrage universel, elle reste purement consultative. Elle ne peut pas se prononcer sur les projets de loi qui relèvent des questions de souveraineté, donc elle ne peut pas se prononcer sur la défense, la sécurité intérieure, les affaires étrangères, le pétrole. Elle ne peut parler que des questions techniques, elle ne peut questionner et discuter avec des ministres en charge de dossiers techniques, comme par exemple l'électricité, l'éducation, la santé ou le logement, mais pas les questions de souveraineté. Alors, la population omanaise, elle figure parmi les plus jeunes de la planète. 45% des nationaux ont moins de 20 ans. Là, les questions économiques sont cruciales. L'ampleur du chômage et de la pauvreté illustre de manière criante les résultats mitigés de la politique de remplacement de la main-d'œuvre expatriée par des nationaux. Comme vous l'avez dit, ça a été une politique qui a été mise en place très tôt, depuis les années 80. On parle de diversification économique, on parle d'omanisation des emplois, parce que beaucoup d'expatriés, que ce soit des Occidentaux ou des gens des Égyptiens, des Soudanais, des gens du sous-continent indien, des Indiens, occupent des postes, occupent une majorité des postes dans le secteur privé, mais les résultats sont extrêmement mitigés. Très très lent, et même il y a un retour depuis 2011-2012, un accroissement de la part des expatriés dans le secteur privé. Donc on assiste à un retour. Les rares estimations disponibles font état d'un chômage structurel qui est évalué à 25%,
L'Organisation internationale du travail a publié des chiffres effrayants, c'était l'année dernière, sur l'état du marché du travail, avec par exemple, selon un taux de chômage de 48% parmi les 15-24 ans. Quand on pense, comme je vous l'ai dit, que 45% de la population a moins de 20 ans, donc en fait, avec des générations entre, disons, 10 et 20 ans actuellement, qui sont les plus nombreuses et qui arrivent sur le marché du travail dans les 10 prochaines années, c'est vraiment une bombe économique à venir. Donc c'est dans ce contexte que vont se manifester, alors c'est mon deuxième point, c'est sur les manifestations de 2011, c'est dans ce contexte que se manifeste depuis au moins le milieu des années 2000 un mécontentement politique et social important, notamment à l'égard des élites politiques et économiques. Parce que Oman, et c'est aussi une particularité contrairement aux autres monarchies du Golfe, c'est qu'il n'y a quasiment pas de séparation entre les décideurs politiques et les décideurs économiques. Il y a une raison pour cela, c'est que Sultan Qaboos a renversé son père, et son père a renversé son grand-père en 1932. Donc, il y a heureusement qu'il n'y a pas de fils. Mais justement, politiquement, je pense que c'est très intéressant de savoir pourquoi il n'y a pas de fils. Mais la raison, il y a une méfiance très très forte du sultan vis-à-vis de sa propre famille et de tout ce qui peut arriver, de toute possibilité de coup d'État ou de marginalisation du sultan par des membres plus jeunes de la famille, etc. Donc il a toujours, depuis les années 70, il a toujours fait en sorte que ses proches de la famille royale n'aient pas de poste politique important, ou en ait très peu, et il a mis à la place des gens qui lui doivent tout. En particulier des gens des élites économiques, à qui on a donné des postes, par exemple Youssef bin Alaoui, qui est ministre en charge des questions des affaires étrangères. C'est impensable dans d'autres pays du Golfe, où toujours le ministre des Affaires étrangères est un membre de la famille royale. C'est la même question pour les finances. Plus en Arabie, c'est vrai. Depuis. Et tous les postes ministériels importants sont tenus par des gens, ou des postes de sécurité aussi, de l'armée et des services de renseignement sont tenus par des gens qui ne sont pas des membres de la famille royale. Donc, cela a fait qu'il s'est appuyé sur ces élites économiques et des élites tribales depuis les années 70 en leur donnant des postes et en s'en faisant des acteurs loyaux qui allaient le soutenir dans son entreprise de légitimation politique. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que ça s'est retourné d'une certaine manière, c'est que ces gens sont toujours loyaux, mais ils deviennent d'autant plus puissants qu'ils tiennent à la fois les décisions politiques et économiques, et en particulier économiques, et qu'il y a un immobilisme très important que le sultan ne remet pas forcément en cause, mais qui est aussi dû au fait qu'il y a ces gens qui ont intérêt à ce que le système ne bouge pas parce qu'ils en profitent économiquement et politiquement. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est vu par beaucoup d'Omanais comme ça représente la corruption du pays pour eux. Ce fait, et c'est très intéressant parce que beaucoup d'Omanais se rendent compte en fait de ces conflits d'intérêts permanents entre la politique et l'économie. Un exemple intéressant, c'était jusqu'en 2012, le ministre de l'économie, le ministre du commerce et de l'industrie était lui-même le cousin du plus grand groupe économique du pays. Donc, d'un côté, vous aviez le ministre du commerce et de l'industrie qui était là pour promouvoir l'humanisation des emplois dans le secteur privé, puisqu'il était le ministre, donc il est là pour promouvoir l'emploi, etc. Et son cousin et sa famille, lui aussi en tant qu'actionnaire de ce groupe familial, n'a absolument pas intérêt à remplacer les expatriés par des Omanais, parce que les Omanais coûtent beaucoup plus cher. Le droit du travail pour les Omanais est beaucoup plus intéressant que pour les expatriés, notamment pour les Indiens et les Pakistanais. Donc il y avait un conflit d'intérêts illustré par cette famille. Et beaucoup d'Omanais le savent et s'en rendent compte. Donc en 2011, ce qui est intéressant, c'est que les manifestations ont pris le régime par surprise, comme beaucoup de pays du Golfe. Les monarchies du Golfe, et notamment les Omanais, ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il y ait des manifestations. Ils disaient que ça pourrait avoir lieu en Tunisie, en Égypte, en Syrie, mais ça ne viendra jamais chez nous. Et moi, je suis persuadé que pendant quelques semaines, voire quelques mois, ils ont très très mal dormi, parce que
Je ne pense pas que ces monarchies étaient en danger à aucun moment, même à Bahreïn, je ne pense pas, parce qu'il y a le régime, il y a la sécurité et les élites économiques ont toujours été des piliers de la monarchie bahreïnienne. Donc de ce point de vue, on ne pouvait pas voir en Bahreïn ce qui allait se passer en Égypte avec l'armée qui allait changer de camp. Mais je pense qu'ils ont les monarques de cette région, et en particulier le sultan Qaboos, a très mal dormi pendant plusieurs mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement parce qu'ils ne s'y attendaient pas, la police a tiré sur la foule très vite à Sohar, donc au nord du pays. Il y a eu 2 morts. Il y a eu des sit-ins qui ont duré pendant plus de 2 mois dans toutes les grandes villes. Par exemple, à Mascate, dans la capitale, les manifestants réunis avaient des demandes assez politiques. Par exemple, ils voulaient un parlement qui ait un vrai pouvoir législatif et non plus seulement consultatif. Donc, ils parlaient vraiment... C'était intéressant comme débat parce qu'on parlait de monarchie constitutionnelle, un peu comme à Bahreïn et à Koweït. À travers tout le pays, il y a aussi eu des manifestations d'ouvriers pour réclamant du travail ou une hausse des salaires ou des mesures drastiques pour mettre fin à la corruption et au piston. Il y a eu des slogans très forts dès le début. Par exemple, dans le sud du pays, à Salalah, justement dans Dhofar, il y avait des pancartes expliquant, s'adressant au sultan directement en lui disant si tu n'es pas au courant de la corruption, c'est grave, mais si tu es au courant, c'est encore plus grave. Et c'est ce genre d'adresse directe au sultan qu'on a vu émerger en 2011-2012, ce qui était vraiment impensable avant. Ah ouais. La réaction des autorités a consisté un peu comme dans toutes les monarchies du Golfe à essayer de tempérer ou de donner quelques carottes. Il y a eu une augmentation du salaire minimum, l'annonce de création d'une allocation mensuelle pour les demandeurs d'emploi. Du jour au lendemain, ils ont créé 50 000 emplois dans la fonction publique, et vous pouvez vous imaginer dans quel domaine de la fonction publique, dans la sécurité et le renseignement. Donc on s'est retrouvé dans une situation très spéciale où des anciens manifestants étaient recrutés en tant que membres de l'armée et des forces de sécurité ou de la police ou de renseignement, et étaient employés en fait à surveiller les gens avec qui ils venaient de manifester. Et plusieurs ministres de premier plan ont été limogés aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les mouvements n'ont pas faibli. Et ces réformes cosmétiques qui avaient marché jusque-là, avant 2011, ne marchaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple le fait qu'on évince des ministres utilisés comme bouc émissaire des problèmes du pays afin de gagner du temps. Ça ne marchait plus parce que les gens ont continué à manifester et considéraient que c'était plus ce qu'ils demandaient. Et ça, je pense que ça fait écho à des choses qu'on voit en France depuis un mois. Mais bon. Le retard des politiques vis-à-vis des demandes des gens dans la rue. L'utilisation de la rente pétrolière comme robinet à emploi, à public et à subvention. Ça aussi, ça ne marchait pas, puisque les gens, on leur donnait des emplois publics et ils continuent à manifester. Une autre technique éprouvée précédemment, ça a été chercher à délégitimer les manifestants en disant « Ah, vous êtes téléguidés, ils sont téléguidés par les Émirats ou ils sont téléguidés par l'Arabie Saoudite. » Encore une fois, ça ne mange pas de pain, mais ça n'a pas marché cette fois-ci encore. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Je pense qu'il y a un tournant fondamental en mars 2011 quand les troupes saoudiennes et émiriennes sont rentrées à Bahreïn. Il faut bien comprendre que les Omanais ont pleinement soutenu cette décision, parce que, comme tu l'as dit, il y a toujours une ligne rouge. La ligne rouge, c'est qu'une des monarchies tombe, ou c'est la survie du régime. Et à partir du moment où on peut être en désaccord sur tout, mais il ne faut absolument pas qu'une des monarchies tombe, et c'était en 2011, c'était clair. Les Omanais ont dit on ne peut pas participer parce qu'on a tellement de tensions au sein du pays, on ne peut pas, vis-à-vis de notre population, intervenir à Bahreïn, mais on vous soutient 100%. Et pour aller dans ton sens, tu sais qu'Oman a été, avant même les Émirats arabes unis, le pays qui a ouvertement soutenu l'Arabie saoudite dans l'affaire Khashoggi. Ils ont été les premiers à se prononcer. Cette affaire ne doit pas... de peur, justement, ouais. C'est cette peur vraiment extrêmement forte. Pardon. Non.
Après ces carottes, entre guillemets, la répression a repris le pas. Il y a eu plusieurs centaines d'arrestations en 2011, aux quatre coins du pays. Un grand nombre de sites internet et de forums ont été fermés, nombreux journalistes et militants des droits de l'homme arrêtés, menacés de mort, forcés de signer des confessions s'engageant à ne plus faire d'activité politique. Il y a une militarisation rampante du pays qui a lieu encore maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont été fortifiées par l'armée pendant plusieurs mois, notamment Sorar dans le nord du pays, et la route qui conduit encore de Sorar à Dubaï actuellement, et il y a plusieurs checkpoints jusqu'à maintenant, il y a 2 ou 3 checkpoints jusqu'à la frontière. Elle s'est accompagnée aussi de mesures juridiques, évidemment, sur criminalisant l'expression d'opinion publique. Par exemple, le rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique avec l'intention de troubler l'ordre public sont passibles de peine de prison de 3 ans actuellement. Donc 10 personnes dans la rue. Il y a eu des nouvelles manifestations au printemps et à l'été 2012, notamment dans le secteur pétrolier. Ça a été très intéressant parce que ça se déplaçait sur le secteur le plus stratégique de l'économie omanaise. Et là, il n'y avait plus de discussion possible. Ça a été répression tous azimuts. Il y avait eu déjà de la torture en 2011, mais il y a eu encore plus de torture en 2011 et en 2012. Je vous le dis parce que l'une de mes étudiantes doctorantes à Exeter a été prise dans cette rafle des forces de police. Elle a été condamnée à 18 mois de prison et elle a été torturée physiquement. Elle n'était pas mariée, on lui a infligé un test de virginité, comme on a fait à Bahreïn ou en Égypte. Donc ce sont les mêmes techniques de répression. Il y a eu plus de 40 militants des droits de l'homme et d'intellectuels qui ont été condamnés à autour de 5 ans de prison en 2012. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette réponse très répressive, elle va plonger de nombreux Omanais dans le désarroi. Parce que, d'abord, ils n'étaient pas habitués à voir la critique des décisions du gouvernement et des politiques mises en œuvre faire irruption au grand jour sur la place publique. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ce qui est important, c'est que l'idée, c'était que, avant 2011, c'était que vous ne vous intéressez pas à la politique et vous n'interférez pas dans les décisions politiques et vous pouvez vivre une vie très confortable. Dès que vous vous intéressez à la politique, là, le marteau peut s'abattre sur vous. Donc, beaucoup d'Omanais avaient l'idée que la politique est un jeu dangereux, qu'on peut parfaitement vivre de manière satisfaisante si on ne s'en mêle pas, de telle sorte que le système est resté très stable, malgré le recours à la répression très ciblée. Un peu comme en Jordanie, si on veut, c'est un peu les mêmes techniques. Et il était vraiment très difficile à admettre pour de nombreux Omanais qui n'étaient pas intéressés par la politique que des membres de leur famille, qui étaient sortis dans la rue pour demander de l'emploi, pour demander la fin de la corruption et des choses comme ça, soient accusés et condamnés en tant que délinquants, en tant que terroristes, puisque c'était aussi l'accusation qui était mise en avant, ou vandales. La majorité d'entre eux n'étaient-ils pas des parents ou des voisins qui revendiquaient juste de meilleures conditions de vie? Et c'est ce que beaucoup d'Omanais n'ont pas compris. Comment se faisait-il que ces gens étaient arrêtés et condamnés? Et aussi l'absence d'apparition publique du sultan. On a attendu pendant 6 mois qu'il apparaisse publiquement jusqu'en octobre 2011 pour qu'il fasse une intervention publique. Donc, dans cette perspective, pour moi, ce qui est le plus marquant des événements qui ont secoué le printemps omanais en 2011-2012, c'est que ça a trait à la place symbolique du sultan Qaboos dans la tête de nombreux Omanais, et notamment d'Omanais pas intéressés par la politique. L'extrême personnalisation du pouvoir avait été justement ce qui avait œuvré en faveur de la légitimation du sultan. Le problème, c'est que cette extrême personnalisation, elle est maintenant contre-productive pour le sultan, parce qu'il n'a plus de ministre bouc émissaire qu'il peut évincer. Et des Omanais un Omanais m'expliquait en 2011, on savait que le corps était infecté et on a demandé l'éviction des ministres
qui avait infecté le corps politique, donc c'est corrompu. On a obtenu l'éviction de ces ministres et on s'est rendu compte que le corps était toujours infecté. Et c'est ce genre de discours qui sont de plus en plus prégnants dans clairement pas dans la place publique, parce que c'est très difficile. Et comme je vais le montrer très rapidement, la répression s'est encore accrue depuis 2011-2012. Mais c'est quelque chose dont les Omanais parlent à l'intérieur des familles. De plus en plus d'Omanais expliquent, par exemple, comme tu le disais, Krabous est un vieux monsieur, un homme seul, ça c'est une citation. Krabous est un vieux monsieur, un homme seul, refermé sur lui-même, qui ne comprend plus son pays. Il ne fait plus confiance à personne, excepté 2 à 3 personnes qui sont les seules à lui rendre compte de la situation réelle. Et ça peut très bien se comprendre. Il a été au pouvoir 48 ans. Au bout d'1 an et demi ou 2 ans en France, on est complètement isolé. Donc au bout de 48 ans, en tant qu'émir ou de souverain, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas encore plus isolé. Et l'Omanais expliquait, j'ai peur qu'il ne dilapide très vite tout ce qu'il a construit et le crédit qu'il a accumulé pendant 40 ans. C'est la raison pour laquelle je suis pour la nomination très rapide d'un Premier ministre ou d'un prince héritier, pour que Krabous garde au moins l'image du Fils de Dieu sur terre qu'il s'est construite. Et le sultan a absolument refusé cette idée de nommer un Premier ministre, alors que c'est une demande des manifestants et de la population. Et c'est une demande aussi que le Foreign Office a poussé très fort, les Britanniques, qui, comme vous l'avez dit, sont très présents en Oman. Le Foreign Office a poussé très fort pour la nomination d'un Premier ministre en expliquant au sultan c'est dans votre intérêt, ce Premier ministre va servir de fusible et il va concentrer toutes les critiques. Et il n'a pas voulu le faire. Donc il n'y a plus de fusible politique pour calmer le mécontentement actuellement. Des Omanais ont parlé depuis 2013 de Dawlat al-Amn ou al-Boulis, donc d'état de sécurité de police. Les auteurs en ligne de critiques de choix politiques du sultan ont été rapidement interpellés, condamnés à des peines de prison. Et il faut voir que 85% de la population omanaise est née après 1970. Donc l'idée c'est que quand vous avez 45% de la population qui a moins de 20 ans, quand le régime ou quand l'historiographie officielle vous parle de quitter le pays avant 1970 et des progrès après 1970, ça ne parle absolument pas aux jeunes Omanais. Ils n'en ont absolument rien à faire de savoir ce qu'était Oman avant 1970. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'ils vont devenir et quel va être leur futur. Donc la rhétorique de la construction du pays par le sultan ne passe plus. Alors, je finis très rapidement en listant des défis politiques et économiques. Défis politiques, donc je disais, la répression politique n'a pas cessé de s'accentuer depuis 2012-2013. Depuis octobre 2016, il n'y a plus de journaux et de magazines indépendants. Ils ont tous été fermés, notamment avec une condamnation de rédacteur en chef jusqu'à 3 ans de prison à la clé. Il n'y a plus de journaux et de magazines indépendants. Depuis 2014, il y a au moins une quinzaine de militants des droits de l'homme qui ont obtenu l'asile politique à l'étranger, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et ça, c'est très nouveau en Oman parce que ça n'était pas le cas depuis les années 80. Et eux, ils sont actifs à l'étranger. Ils relaient des informations de choses qui se passent dans le pays et qui sont très difficiles d'une autre manière de connaître. Les peines de prison pour les questions politiques sont de plus en plus lourdes. Il y a juste 2 mois, 4 blogueurs ont été condamnés à la prison à vie sur la base de l'accusation suivante, le fait de compromettre les intérêts et la sécurité de l'État. Donc c'est ce genre d'accusation qui permet d'attaquer tous les dissidents politiques ou toutes les personnes qui ont une voix indépendante dans toutes les monarchies. Dès qu'on attaque l'intérêt supérieur de l'État, on est condamné très fort. Un ancien ambassadeur et blogueur qui avait été très important dans les premières manifestations en 2011 est mort en prison en avril. Il avait été condamné pour lèse-majesté et pour blasphème parce qu'il ne voulait pas faire le ramadan et il avait décidé de boire du lait en public. Le rapporteur spécial des Nations Unies, lors de sa visite en septembre 2014, a parlé d'une culture omniprésente de la peur et du silence qui touche toute personne qui souhaite parler de réforme en Oman. Et la question de la santé du sultan est importante parce que il a passé 8 mois en continu en prison, en Allemagne entre 2014 et 2015
pour se faire traiter d'un cancer, probablement, enfin c'est les informations qu'on a, un cancer du côlon. Il est revenu, mais il est clair qu'il est très affaibli, il est assez frêle. Et ça n'a fait qu'augmenter en fait cette anxiété de beaucoup d'Omanais sur l'après-Qaboos, sur le fait qu'il n'y a pas de plan futur pour ce qui peut arriver. Je suis assez d'accord que je ne pense pas que la stabilité du pays sera remise en cause parce qu'il y a tellement d'acteurs internationaux qui ont intérêt à ce que le pays reste stable que je ne vois pas ce qui pourrait déstabiliser le pays à la mort du sultan. Ce qui est intéressant par exemple, c'est que les Britanniques, en août 2014, au moment même où le sultan partait, 3 semaines après être parti en Allemagne pour se faire traiter du cancer, ils ont nommé un special envoy, donc un envoyé spécial en Oman, en plus de l'ambassadeur britannique sur place. Et cette personne, qui était un proche de David Cameron à l'époque, membre du Parlement, était explicitement, c'était pas dit, mais c'était très clair, il était là pour faire en sorte que si le sultan ne revenait pas, il n'y ait aucun problème au sein de la famille et que la transition se passe de manière parfaite. Donc on est exactement dans le type de stratégie que les Français utilisent, par exemple en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de parallèles, je pense. Donc la question de la succession, elle est très importante parce que les Omanais disent clairement, beaucoup d'Omanais disent clairement, on remercie le sultan pour tout ce qu'il a fait, mais le problème c'est qu'il ne fait plus ce qu'il doit faire et il ne prépare pas le futur. Et de ce point de vue, il attire les critiques directement maintenant. Et c'est très dangereux. Et d'autant plus que vous avez beaucoup de gens qui ont, de jeunes avec qui vous discutez dans la rue, qui ont 15-16 ans, qui sortent du système scolaire très vite, qui sont sans emploi et qui n'ont rien à perdre, mais vraiment rien à perdre. Donc c'est ce que des intellectuels omanais expliquent, qui ont été des manifestants et qui sont allés en prison en 2011-2012. Ils expliquent la prochaine éruption, ça va venir de gens qu'on ne contrôlera pas et qui n'auront pas de demande politique, mais qui n'auront rien à perdre et qui seront là pour casser. Donc ils sont beaucoup plus difficilement cooptables. Si on veut. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme. Enfin, il y a des Omanais qui sont... on a évalué, il y a à peu près 200 Omanais qui sont partis en Syrie, 200 salafistes Omanais qui sont partis en Syrie entre 2012 et 2016. Je crois qu'on n'a pas de chiffre depuis, mais... et il y a eu pas mal d'arrestations de réseaux salafistes d'ailleurs en Oman, justement de gens qui revenaient de Syrie. Et tout est lié, je pense, aux questions économiques. La crise qatari a été une bouffée d'air pour l'économie omanaise, mais malgré ça, la chute des prix du pétrole entre 2014 et 2018 a eu un effet terrible. Les recettes mises en œuvre par le régime depuis 2014 ont été des recettes d'austérité, les recettes classiques néolibérales promouvant l'austérité, qui n'ont fait qu'aggraver en fait les inégalités et les problèmes. Donc réduction des subventions d'État, réduction des dépenses publiques, réduction des nombres de postes dans la fonction publique, privatisation d'entreprises publiques, l'annonce de la création d'une TVA, donc qui va toucher essentiellement les expatriés et les plus pauvres, et pas nécessairement les élites. Et de ce point de vue, il y a énormément de défis qui sont à la fois politiques et économiques, et il n'y a pas de plan qui est mis en place pour la suite. Voilà. Merci. Du coup, nous allons laisser place aux questions. Oui. Ça, tu leur dis, non? Pardon. Moi, je ne sais pas que je prie les questions, mais je dois aller à 8h30 au Quai d'Orsay pour l'appel. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être parmi vous. Merci. Par contre, lève un peu la box. Allez, sur le train, on peut pas se balader. Ah, ça va. Désolé. En tout cas, lève-toi et lève un peu.
une question pour M. Valéry par rapport à la succession Sultan Qaboos. En fait, s'il meurt, quelle personne va lui succéder? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on prend plusieurs questions? En fait, la succession, le système est très particulier parce que donc il n'y a pas de prince héritier nommé. Le sultan n'a pas d'enfant, n'a pas d'héritier, n'a pas d'enfant. Ouais. La succession est censée prendre la forme suivante. Le conseil de la famille royale, donc les membres les plus éminents de la famille royale, sont censés se réunir après donc le décès du sultan, et de décider en 3 jours, en 3 jours pour décider qui sera le successeur. Et d'après la Constitution, d'après la loi fondamentale. Si au bout de 3 jours, le conseil de la famille royale n'a pas pris de décision, la décision est transférée à un conseil de défense nationale. Et comme je l'ai dit, les membres les plus éminents de la sécurité dans le pays ne sont pas des membres de la famille royale. Ce sont tous des roturiers, si on veut. Donc ce sont des gens qui... Comment est-ce qu'on peut imaginer que les membres de la famille royale, au bout de 3 jours, diront « Ah, on n'a pas pu décider. On va donner la décision à des gens qui ne sont pas de la famille et qui vont décider pour nous. » C'est complètement impossible d'imaginer que cela va se produire. Donc, ce que j'imagine personnellement, c'est qu'on peut voir ce qui s'est passé en Jordanie, c'est-à-dire que sur son lit de mort, le sultan va dire, s'il n'a pas nommé d'héritier avant, il va dire « je voudrais que cette personne me succède ». Il n'y a pas ces 3 niveaux? Alors il y a 3 favoris pour la succession, qui sont ses cousins germains, qui sont nés dans les années 50, donc qui ont entre 60 et 65 ans. Le problème, c'est que, comme je disais, ils ont eu très peu d'expérience politique avant. L'un est le ministre actuel du patrimoine et de la culture. L'autre était le chef de la marine, et depuis 12 ans, on n'est plus chef de la marine, il est devenu conseiller du sultan, donc il n'a pas de titre au sein du cabinet. Et le troisième a été nommé il y a 2 ans vice-premier ministre pour les questions internationales. Mais encore une fois, c'est un vice-premier ministre. Et beaucoup de gens ont vu ça comme le présumé prince héritier, celui que le sultan voulait mettre en avant. Personnellement, je n'y crois pas. Au sens où le sultan, depuis les années 70, a montré qu'il a été très, très stratégique et cynique. C'est-à-dire qu'il met en avant des gens, il les fait monter, et ça leur permet de prendre une dimension politique. Et puis, il les rabaisse très vite. Parce qu'ils attirent parce qu'il répond aux attentes de la population en disant « Ah oui, c'est vrai, il est corrompu et il est totalement délégitimé, cette personne est mise au rencard et oubliée. » Donc c'est la stratégie qu'a mis en place depuis les années 70 le sultan et qui a très bien marché. Mettre des boucs émissaires et des fusibles comme ça qui sont promus, qui montent, et puis tout d'un coup, ils explosent parce que la population les considère comme les personnes les plus corrompues. Donc la succession... Une autre question, c'est probablement ce que tu disais, c'est l'influence des pays étrangers. Les Britanniques vont avoir clairement un rôle dans la succession. Ça, c'est très clair. Le sultan, il faut voir qu'il est anglophile et il n'est pas du tout américanophile. C'est-à-dire qu'il est allié des Américains et de Trump par intérêt et par raison, voilà. Mais il est absolument anglophile. Il a étudié en Grande-Bretagne, il a passé des années pendant qu'il était étudiant en Grande-Bretagne, avant d'être mis en maison d'armée par son père. Il est très très proche de la reine. Il passe beaucoup de temps en Grande-Bretagne, en France aussi d'ailleurs. Donc la relation avec la Grande-Bretagne est très très importante. Il y avait une autre question. Au Bahreïn ? En fait, les Bahreïniens, les Omanais ne sont pas intervenus officiellement. C'est-à-dire que les seuls à intervenir en 2011 à Bahreïn, c'était les Émiriens et les Saoudiens. Donc l'intervention militaire était partie de pays. Mais les Omanais l'ont soutenu.
clairement, et en disant, et les Saoudiens et les Iraniens l'ont très bien compris, nous ne pouvons pas y participer de manière formelle, officielle. D'abord parce qu'on n'a pas l'argent pour ça, on est nous-mêmes dans une situation économique difficile, mais aussi parce que si on intervient, déjà on a des manifestations et des gros problèmes intérieurs, et ça va ne faire qu'augmenter ces problèmes intérieurs. C'est un peu ce qui... Et puis ça aurait décrédibilisé aussi cette politique de non-ingérence, tellement de pseudo-neutralité moment. Ouais. Donc ça les aurait mis à mal, mais ils étaient complètement, comme le dit Marc, acquis à cette idée. Ouais. Ceux qui étaient très en retrait, c'était les Koweïtiens, encore une fois. Et moi, je suis très triste que le Koweït passe toujours à la trappe, justement, de cette image d'Oman qui est le médiateur fantastique, alors que c'est pas vrai. Le pays qui est le plus médian et le plus actif dans cette zone, c'est le Koweït. Même si ça, malheureusement, ces médiations ne vont pas marcher sur le Yémen, c'est très difficile sur le Qatar, mais comme je le disais, il y a une vraie lutte générationnelle aujourd'hui. Il y a un remplacement des anciennes élites par ces nouveaux leaders assez interventionnistes et le mot que j'aime bien en anglais, c'est un anglicisme, c'est assertif plutôt qu'agressif, on va dire, mais les deux vont bien. Et ça tranche avec la culture politique traditionnelle. C'est ça qui crée la grande rupture dans cette région, je pense. Pourquoi Oman a une relation privilégiée avec le Royaume-Uni? Ça, c'est important. Ah bah, c'est historique. Hein. Parce que les Britanniques, enfin, ce serait Alexandre qui pourrait répondre. Les Britanniques ont toujours eu une présence historique très très importante dans le Golfe Persique, beaucoup plus que les Français, et beaucoup plus que les Américains en fait. À part l'Arabie Saoudite, toutes les petites monarchies étaient des protectorats britanniques. Officiellement, n'étaient pas des colonies, mais en fait, c'était en réalité c'était des colonies britanniques où vous aviez un leader politique qui était le père du sultan actuel, par exemple, ou son grand-père, ou d'autres leaders, par exemple à Qatar ou au Bahreïn, qui étaient en place, qui étaient les émirs et qui géraient la vie quotidienne et qui géraient les questions quotidiennes. Mais en fait, ils étaient là en poste grâce aux Britanniques. Et les Britanniques contrôlaient que ces autorités politiques suivent les politiques britanniques et suivent les intérêts des Britanniques. Et à partir du moment où certains de ces leaders déviaient de la ligne ou décidaient d'acquérir une politique plus indépendante, et c'était le cas par exemple du sultan Saïd, donc le père de Qaboos en 1970, les Britanniques disaient bon, on le vire et on met le suivant qui va suivre la politique britannique. Donc il y a eu il y a toujours eu chez le sultan Qaboos, il y a toujours eu cette proximité vis-à-vis des Britanniques, parce que encore une fois, il avait étudié en Grande-Bretagne jusqu'en 1964, donc jusqu'à 24 ans à peu près. Il rentre en 1964 au pays, son père le met sous clé pendant 6 ans. Il n'a quasiment pas accès au monde extérieur, il ne connaît pas le pays du tout, personne ne le connaît dans le pays, et il est propulsé sur le trône en 1970 par les Britanniques, donc il doit tout aux Britanniques. Et il doit beaucoup, c'est aussi lié à la relation avec l'Iran est aussi assez particulière, elle est aussi liée à cette période-là, parce que face à cette guerre dans le Dhofar, dans le sud du pays, quand le sultan arrive en 1970, quand il arrive au pouvoir, le pays est théâtre d'une guerre révolutionnaire dans le Dhofar en 1970 à la frontière du Yémen, soutenue par le Yémen du Sud. Et les Britanniques décident de virer voilà, l'Irak, l'Égypte de Nasser, etc. Au printemps 70, les Britanniques se rendent compte qu'en fait la révolution est en train de prendre le pas sur le sultan, c'est-à-dire que la révolution est en train de gagner. Et donc les Britanniques disent bon, il faut absolument un électrochoc, on va remplacer le sultan en place par Qaboos, par ce jeune sultan, et on va demander au Shah d'Iran d'intervenir et de faire jouer ses forces militaires. Et le Shah d'Iran va intervenir à partir de 1971 pour soutenir les forces du sultan contre la révolution communiste. À l'époque, c'était une révolution marxiste-léniniste. Et le Shah d'Iran va utiliser le théâtre de cette guerre pour entraîner ces jeunes pousses et ces forces. Donc il va perdre énormément de forces
sur le terrain, dans le Dhofar, mais le choix d'Iran va en fait être d'une aide d'une aide déterminante, parce que les Britanniques ne voulaient pas s'impliquer sur le terrain. Ils se disaient on ne va pas envoyer des forces, on ne va pas se perdre dans une montagne qui va être casse-gueule comme le Yémen l'est pour les Saoudiens actuellement. Mais ils ont dit ok, si les Iraniens décident d'y aller sur le terrain, eh ben on va les soutenir et le Shah d'Iran va envoyer ses troupes. Et donc en 1977, quand la guerre se termine, Sultan Qaboos accueille le Shah d'Iran et va faire un discours assez fascinant, parce qu'il va dire je serai toujours reconnaissant toute ma vie à ce qu'a fait l'Iran et le peuple iranien pour le sultan d'Oman, donc pour lui. Et c'est la révolution islamique de 79 en Iran ne va pas changer la vision qu'a le sultan Qaboos de l'Iran et du rôle qu'a eu l'Iran en tant que peuple et en tant qu'État pour le soutenir. Donc ça explique aussi un peu la relation très particulière qu'ont les Omanais, qu'a le leadership omanien avec l'Iran actuellement. Vous avez parlé tout à l'heure des dépenses militaires de Oman, qui ont augmenté. Quels sont les pays, s'il y a des pays aussi qui en profitent particulièrement dans leurs exportations, quels sont-ils? Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. C'est le trio infernal. La France un peu moins que... Oui, mais c'est le troisième, mais bien moins que les Américains et les Européens. La France et surtout l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ouais, mais d'une bien moins d'ampleur que les États-Unis, là aussi. Oui, monsieur? Alors, tout d'abord, je voulais remercier pour l'organisation de cette événement, c'était vraiment très intéressant. Et merci pour vos paroles à chacun. Grâce à vous, je suis rentré, j'ai appris deux choses. Donc la première, quand on me dit que la France est un pays qui n'est pas réformable, je suis désormais rassuré. La deuxième, pour moi, quand je suis rentré dans cet amphithéâtre, Oman était un pays un peu idyllique, le jardin de Babylone, le pays auquel sont forts. Et je repars avec l'idée de l'URSS d'avant les années 80. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est ces images qui en ressortent. Donc, avec tous les éléments que vous avez énumérés, M. Valéry, concernant la personnalité du sultan, que manque-t-il pour qu'on puisse parler de dictature? Et deuxièmement, j'ai une question pour vous, madame. Madame, ça me va très bien. Actuellement, il y a le Yémen qui vit la plus grave crise humanitaire depuis le génocide rwandais. On parle d'une vingtaine d'années en arrière. Au niveau des frontières, qu'Oman fait-il au niveau des frontières pour apporter cette aide humanitaire? Et voilà, c'était une question. Dictature, c'est pas un terme que j'utilise, mais moi j'utilise le terme de régime autoritaire. C'est pas un régime totalitaire parce qu'il n'y a pas une idéologie de transformation de l'individu comme on peut en trouver dans un régime totalitaire, mais c'est un régime très autoritaire. Oui. Dictature, c'est pas un terme que j'utilise, je dirais pas. C'est pas un terme que j'utilise pas pour Oman, mais en général, parce que je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé, je préfère régime autoritaire. Mais je pense que ça recouvre la même idée en fait. Tu peux dire sultanique. Oui. Despotique, sultanique. Oui, despotique, autoritaire, bien sûr. C'est tout. Si tu veux compléter par rapport au conflit au Yémen, en fait, le conflit se passe quand même assez loin de la frontière omanaise. Même quand ça se passait au Yémen du Sud, c'était vers Aden, c'est quand même très loin. C'est dommage, on n'a pas de carte, mais c'est quoi, au moins 1500 km. Ouais, 1500 km quand même. Les conflits en Syrie étaient vraiment dans le nord de la Syrie, mais la Jordanie a beaucoup répercuté derrière. Mais il est vrai qu'Oman a beaucoup œuvre énormément dans tout ce qui est, par exemple, les blessés reconquis, etc. Il y a des navettes entre Samar et Oman. Maintenant, en termes humanitaires, est-ce qu'Oman apporte une aide
non, c'est, si vous voulez, toujours ce rôle de facilitateur entre les acteurs, si vous voulez, là c'est vrai comment une plus-value, et on aura une de plus en plus sur ce conflit. Maintenant, en termes d'aide humanitaire, ça paraît très cynique de le dire, mais c'est vrai qu'on voit les Émiratis et les Saoudiens aujourd'hui se précipiter à faire beaucoup de bruit autour de tout ce qu'ils donnent après avoir tellement détruit. C'est terrible, mais c'est vrai que le cynisme de cette guerre, de toutes ces guerres, c'est qu'on pense déjà, en Arabie récemment, à la reconstruction, évidemment, à tout ce que ça peut rapporter. Mais en termes de logistique, au moins pour l'humanitaire, non, c'est pas. Et puis c'est encore assez loin de sa frontière. J'ai une question. Vous avez dit que le pays était jeune, à partir de 1970, et vu l'influence anglaise, je me demandais comment a été construit le droit. Est-ce que c'est plutôt une influence de styliste, ou plutôt une influence de coloniaux? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Au niveau du droit, l'influence, enfin, il y a une très forte influence égyptienne, donc française, parce que les élites juridiques qui ont été importées entre guillemets dans les années 70 et 80 sont des égyptiens et des soudanais, donc avec une très forte composante de droit français ou tout ce qui est lié au droit de la famille est lié à la charia, mais ce qui est en droit du travail par exemple, c'est très proche de c'est construit par le droit égyptien, enfin en miroir du droit égyptien. Et la loi fondamentale de 1996, qui est la pseudo-constitution, elle a été écrite par des Égyptiens aussi. Donc il y a une très forte composante égyptienne. Pour ce qui est en fait, le problème omanais, c'est que cette constitution n'est pas il n'y a pas de hiérarchie des normes claires. Donc il y a un conflit des normes qui se répercute souvent dans le droit de la famille, par exemple, parce que là, c'est pas une constitution au sens où c'est une loi fondamentale, mais qui n'agit pas comme une constitution, comme une loi au-dessus des autres normes. Et il y a pas mal de cas, par exemple, où vous avez des cas de divorce ou de garde d'enfants, où vous avez, par exemple, des juges qui s'appuient sur la loi fondamentale disant qu'il ne doit pas y avoir de discrimination suivant la race, le sexe, etc., etc. Et vous avez le droit familial, le droit de la famille, qui au contraire est très inégalitaire entre l'homme et la femme. Donc, où c'est la même chose pour aussi d'autres questions de droit quotidien, entre guillemets. Et ça provoque des conflits. Et il n'y a pas de cour constitutionnelle, comme il peut y en avoir dans d'autres pays du Golfe, qui va dire c'est la norme qui doit prévaloir dans tel ou tel cas. Et là encore, c'est le Koweït qui est le plus avancé. Au Koweït, oui. C'est vrai, c'est la constitution. D'ailleurs, c'est leur constitution qui a fait qu'ils ont toujours refusé de ratifier des textes qui grignotent un peu trop sur leur souveraineté, justement. Parce qu'ils ont une constitution qui date de 62, héritée du droit égyptien, bien sûr. Et c'est vrai que de ce point de vue, en termes de codification, c'est au Koweït où c'est plus, entre guillemets, sérieux. Nous allons prendre une dernière question. Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'obéissance à la liste prend un impact politique? Alors la question de l'ibadisme, le nord du pays est à majorité ibadite, surtout l'intérieur du nord du pays, pas la côte, mais l'intérieur. L'ibadisme, c'est, si on veut, la troisième branche de l'islam, un peu rapidement, avec le sunnisme et le chiisme. Et d'abord, officiellement, il n'y a pas de chiffre d'obédience religieuse officielle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la population se divise entre ibadisme, sunnite et chiite au sein des nationaux, des Omanais. Officiellement, enfin,
le chiffre qui est répété en permanence, c'est le chiffre de la CIA, qui dit qu'il y a 75% d'ibadites, 20% de sunnites et quelques pourcents de chiites. Sur le chiisme, c'est vrai, il y a probablement 2-3% de chiites qui sont des urbains, des élites économiques très fortes, qui ont des connexions avec l'Iran, avec la péninsule indienne et avec le Pakistan, historiquement, et qui ont été très très importants et qui sont proches du palais. Donc les chiites sont, un peu comme au Koweït, ils sont très intégrés, très urbains, très éduqués, et ils sont très proches, très loyaux. Donc il n'y a pas du tout le même problème qu'avec les chiites qu'il y a au Bahreïn ou en Arabie Saoudite. Pour le reste, je pense qu'il faut être très très prudent sur les autres chiffres. D'après moi, c'est 50-50. C'est-à-dire que il y a 50% probablement d'ibadites, enfin, à part les 2% de chiites, les nationaux se divisent en 50-50 entre sunnites et ibadites. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que il y a eu un imama ibadite, un peu comme il y a eu un imama zaïdite au Yémen, dans les montagnes du Yémen, et pareil en Oman, à l'intérieur d'Oman, un imama ibadite jusqu'en 1954. Donc le sultan de Mascate, le père du sultan, il était sultan de Mascate seulement et sultan du Dhofar, et il contrôlait juste la côte, mais il ne contrôlait pas du tout l'intérieur, jusqu'en 1954. Quand les Britanniques ont fait tomber l'imama et ont, entre guillemets, réunifié le pays sous l'autorité du sultan. Cet imam ibadite, il est toujours très important parmi une partie de la population omanaise. C'est une référence importante. Et les ibadites considèrent que, en fait, de ce point de vue, sont assez proches des chiites. Ils considèrent qu'on peut être sous un régime dictatorial ou despotique, mais qu'on peut accepter tant que les droits des ibadites ne sont pas remis en cause. C'est-à-dire, et même si le leader n'est pas un imam ibadite ou un imam... donc c'est un peu l'idée de Kipman, donc de la... Pas rester caché, mais disons de la... une sorte de dissimulation, tant qu'on peut vivre sous un souverain, tant qu'il ne remet pas en cause les droits des ibadites. Le problème, c'est qu'on assiste depuis quelques années à une recrudescence de jeunes religieux autoproclamés qui remettent en cause cette idée et qui, au nom des droits économiques et des inégalités économiques, des problèmes économiques et sociaux, remettent en cause l'autorité du sultan en tant qu'autorité politique, en disant il faut revenir à un imama qui va être beaucoup plus moins corrompu, etc. Ouais, juste et moins corrompu. Et ça, c'est une question qui est intéressante parce que le sultan s'est toujours appuyé sur les autorités ibadites. Il les a intégrées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement une rébellion des ibadites contre son autorité. Il a réussi à intégrer depuis les 70 les autorités ibadites dans le pouvoir, à leur donner des postes économiques et politiques. Et il semble que ces autorités ibadites ou ces grands leaders religieux ibadites n'arrivent plus à contrôler totalement les jeunes et les jeunes générations. Donc ça peut être un problème dans la future. Mais ça ne se concrétise pas encore de manière ouverte en alternative politique avec un discours construit, pas encore, mais c'est des choses qu'on entend déjà au sein de la population. On en a pas beaucoup parlé, c'est vraiment de la stratégie du Nord, cette espèce de l'idée de la face à l'Iran. Comment c'est traité? Ça donne un poids extrêmement important. Est-ce que c'est traité régionalement? Est-ce que ça fait des liens particuliers avec l'Iran? Comment est-ce que vous voyez ça? Le Musandam, donc cette petite pointe, cette enclave omanaise qui ferme le détroit d'Ormuz, il y a eu énormément d'investissements de la part des Omanais, du gouvernement omanais dans cette région, parce que le problème c'est que les Émiriens, les Émiratis, et notamment les Émirats du Nord comme Dubaï et Sharjah, ont aussi tenté de s'approprier cette péninsule, pas politiquement mais économiquement, et d'en faire une sorte de tutelle économique. Donc les Omanais ont été obligés d'investir énormément dans la région du Musandam. Je pense pas qu'il y ait une gestion du CCG ou de toutes les monarchies autour du Musandam. C'est une gestion vraiment omanaise.
pour le moment, la question de l'autorité politique omanaise sur cette enclave n'est pas remise en cause, mais les Émiriens, et en fait c'est ce que tu montrais, je pense qu'on a déjà des éléments montrant que Mohammed bin Zayed, le souverain d'Abu Dhabi, enfin le prince héritier d'Abu Dhabi, a déjà des vues sur Oman dans le futur. Pas nécessairement au sens politique, enfin pas nécessairement au sens d'annexion, bien sûr, mais au sens de contrôle politique et économique de ce pays. Parce que Abu Dhabi est très riche, Oman est très pauvre, a des problèmes d'emploi énormes. Et donc Mohammed bin Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, a déjà en vue l'idée que dans le futur, ça serait bien d'orienter la succession vers un sultan qui soit proche d'Abu Dhabi. Et plus largement, Oman pourrait devenir une sorte d'arrière-cour des Émiriens, dans lesquels les Émiriens pourraient puiser de la main-d'œuvre peu chère, en remplaçant des Indiens, des Pakistanais, des Égyptiens, en faisant venir des Omanais qui partagent la même culture, qui sont probablement plus faciles à contrôler politiquement et qui seront beaucoup moins chers que des Émiriens à employer. Donc c'est déjà dans les plans des Émiriens. Donc je suis désolée, mais on doit libérer la salle. Nous vous remercions de nouveau les intervenants ainsi que le public. Nous avons hâte de vous retrouver au second semestre pour tout d'abord une conférence sur l'histoire, l'héritage de l'histoire postcoloniale dans différents angles, ainsi que